Angélique Kidjo, right? Quand on a signé le son et le son est sorti, je me suis arrêté et je me suis dit, waouh, j'ai eu une promotion à la banque. Et je suis allé dans une autre banque et je suis devenu chef d'agence. Et 3 ans après, j'ai perdu mon taf. J'ai fait un remix de Papa Wemba. Puis la Mapiano, c'est l'extension la plus proche de la musique électronique en Afrique. L'argent qu'il y a dans la musique électronique maintenant is insane. I've never seen anything like this. Now, it's crazy. Le son Pachido avec Bello, on en discute avec Angélique. Peut-être on va refaire une version avec elle. Cotonou Boy Show. Salut Amémé. Salut. Je t'appelle quoi? Nasty, Nesta ou Comme tu veux. How you feel? Non, mais écoute, je respecte, obviously, ce que tu fais et ça me ferait plaisir de t'appeler comme tu le vois. Nasty Nesta, Cotonou Boy, Nasty Nesta. Mais les gens t'appellent comment ici, en fait? En fait, c'est ça qui est bizarre. Il n'y a personne qui m'appelle Nasty Nesta. Les gens, soit ils sont sur Nasty, soit ils sont sur Nesta. Soit ils sont sur Cotonou Boy. Donc, Nesta, c'est cool. Voilà, donc c'est ça. Ok. Comment ça va? On rend grâce à Dieu. À Cotonou. Ça fait plaisir d'être rentré. Ouais, bah, tu es à Cotonou, mais tu es en passage très rapide, express. Oui, parce que d'habitude, je viens pour au moins 10 jours. Mais là, j'étais en Sud-Afrique il y a quelques jours avant de venir. Donc, j'ai dû raccourcir le séjour. Oui, pour le séjour. Mais bon, c'est mieux que rien. Mais tu as kiffé quand même? Et toujours. Hein, tu sais, quand tu viens, tu rentres à la maison, tu peux manger le Astro Queen et bonne chose. Ma mère, elle vient beaucoup à New York. Donc, bon, ça manque pas, quoi, tu vois. Mais c'est quand même différent quand tu viens ici et tu mets le loco, là, tu mets les bonnes choses, quoi, tu vois. Le déguet couscous rapidement, là, tu vois. Ben écoute, les auditeurs auront compris que tu ne vis pas à Cotonou, que tu n'es pas en permanence ici. Est-ce que tu peux te présenter ce que tu fais? Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi, c'est mon premier prénom, c'est Hubert. Mon nom d'artiste, c'est Amémé. Mais c'est Hubert Amémé Loïc Sodo Gandji, en fait. Amémé, c'est mon prénom de naissance aussi. C'est ma grand-mère qui me l'a donné. Elle est de Grand Popo. Donc, ma mère, elle parle fon, Minan, Yoruba. Mon père, il parle fon, il est de Ouida. So, quand j'ai commencé la musique, quand j'ai commencé à être DJ, je voulais quand même un nom qui soit original, quoi, tu vois. Ben, Hubert, t'imagines DJ Hubert, ça n'a pas marché, quoi. En plus, dans mon téléphone, quand on nous a présenté, on a dit Hubert, c'est DJ Hubert. Non, mais je vais changer ça. Ah ouais, s'il te plaît, mon gars. Donc, DJ Hubert, je dis, c'est regardé, ça va marcher. Amémé, c'était naturel et tout, c'était simple, c'était A-M-E-M-E, tu vois, super direct. Et c'était un nom que ma grand-mère m'avait donné, donc je dis non, ça c'est ça. C'est ça. Tu vois? Aujourd'hui, tu tournes dans les plus grands festivals du monde, tu collabores avec les plus grandes stars de la musique. D'où est-ce que tu pars en fait? Mais tu as grandi à Cotonou, c'est ça? Oui, si, je suis né et j'ai grandi ici, et je suis allé à l'école ici. Et Ok, mais à quel moment est-ce que tu sens que tu veux faire de la musique? Est-ce que depuis tu sais quoi, depuis que j'étais tout petit, déjà, depuis que j'étais au primaire, j'étais dans le groupe de musical theater. Donc, je faisais toujours les sketchs musicaux à la fin vers Noël et tout ça, et on chantait en famille. Bon, je viens d'une famille nombreuse, beaucoup d'oncles, beaucoup de tantes. Donc, pour Noël, on faisait toujours des sketchs, des concours de danse, des concours d'interprétation à l'école à la fin d'année. Donc, j'étais toujours l'un des mecs devant, quoi, tu vois. Tu aimais ça? Ouais, j'aimais ça. Je me rappelle quand je grandissais, ma mère, elle avait une radio-cassette. Et j'adore le Bisson à Bisson dans le temps. Et je me rappelle, je voulais... Parce que avant, il n'y avait pas Google, tu vois. Il n'y avait pas Google, il n'y avait rien. Donc, mais je voulais quand même rapper. Et j'étais gauche, j'avais 7 ans, 8 ans, un truc comme ça. Et j'écrivais phonétiquement ce que j'entendais, en fait. Juste j'écrivais... Bon, quand tu lis, ça n'a pas de sens. Mais toi, j'arrivais à lire, tu vois. Et c'était une cassette, donc c'était play... Back, et tu vois, et je passais du temps, mon père il me cherchait dans la maison, mais il est où cet enfant? Et j'étais dans la chambre de ma mère en train de, tu vois. Donc j'étais vraiment captivé par la musique assez tôt. Et je me rappelle mon grand frère Raoul,
il avait 2 ans de plus. Il a 2 ans de plus que moi. Et il est venu jouer à la maison. Il dit Hubert, je veux commencer un groupe de rap. Et je sens que, comme genre, tu fais beaucoup d'interprétations, on le fait ensemble, tu vois. Ok. Et on a commencé. Et c'était moi, mon frère et 2 autres frères camerounais qui étaient dans notre école. Ok, On tu s'appelait- étais au CSP, c'est ça? Oui. Ok. Et on s'appelait la BOSS Family. Donc, Ok. il y avait Ouais, je connais ce. Ouais. ouais, on était 4. Ouais. Mais on était vraiment très jeunes, tu vois. Mm. Et oui, on a fait le hip-hop campé. Ouais. On était numéro 3. C'était la même année que Big Snow. Ouais. C'était cette année-là, ouais, parce que je pense qu'il était numéro 1. Ouais, il avait le numéro 1. Ouais, c'était toute une époque. Ouais, Ça, toute c'était une époque. l'âge d'or du hip-hop béninois. hein, Oui. Donc, on faisait partie de cette Ok. vague et tout. Et oui, mes parents, ils ont dû dire, vas-y, l'école avant tout, quoi, tu vois. Ouais. Donc, je suis allé à l'université à New York. Ok. Mais quand je suis allé à New York et tout, j'écoutais toujours du hip-hop, mais mon frère, il était allé à l'université à Lyon. Et quand il est revenu en vacances, il me dit, vas-y, écoute, j'ai une nouvelle musique pour toi. Et Ok. il est revenu avec la tectonique, tu vois, Ok. dans le temps. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette merde-là au débat, tu vois. Mais parce que c'est le grand frère, et c'était lui qui écoutait, c'était lui qui, C'était lui qui t'emmenait dans la musique, en fait, il t'emmenait dans son univers à chaque voilà, fois. tu vois. Et pendant tout l'été, il faisait que jouer ça dans la voiture, dans la maison, partout. Bon, c'est le grand frère, c'était lui qui prenait toutes les décisions. Et quand il partait, il m'a donné ses CD. Mais parce que lui, on était vraiment proches. Donc, en cherchant la nostalgie de ces moments que je passais avec mon frère, j'ai recommencé à écouter Ok. la musique électronique. J'avais quoi? J'avais 15 ans, j'avais 16 ans. Ok. Et c'était pas normal pour Cotonou dans le Ouais, temps, tu vois. ouais. Et je me rappelle, genre Elvis, il venait chez moi, il me disait, mais t'écoutes quoi là? C'est quoi ça? Arrête ça. Mais le coupé décalé là, tu vois. Mais moi, c'était une connexion que j'avais avec mon frère, tu vois. Donc Ok. c'est rentré dans mes habitudes. Ok. Et quand je suis allé à New York, là, tu quittes de Cotonou à New York où tu as accès, tu peux aller à Virgin, tu peux aller à Best Buy et acheter des CD, tu vas avoir accès à tout. Oui. Et j'ai commencé vraiment à fouiller, ça a commencé vraiment à prendre une très grande partie Ok. dans mon Mais temps. toujours, en fait, là, tu avais déjà le virus de la musique électronique. Bon. Ok, donc quand tu es venu au State direct, Ouais, c'est y a- dans ça que tu... Voilà, il y avait tu allais- l'accès, Ok. j'écoutais toujours du hip-hop, Mm. mais ce que j'aimais bien chez la musique électronique, c'est qu'il n'y avait pas... Parce que contrairement au hip-hop, où il y avait des mots, tout ça, je pense que la musique électronique, c'est moins de mots, c'est plutôt les instrumentales, c'est plutôt les grooves, et ça m'aidait à rentrer dans ma tête, au fait. Parce que Ok. ça, c'est un univers qui est moins structure, tu vois. C'est-à-dire que tu peux t'imaginer, c'est que tu peux un peu... Ouais, tu as l'instrumental, tu as l'atmosphère, et Voilà. toi, tu vibes crées, dessus. tu crées ta vibe. Voilà, en fait, c'est ça en fait. Et c'est ce que j'aimais bien avec ça parce que déjà j'avais déjà ce background de hip-hop. Donc des fois même quand j'écoutais ça, j'imaginais une voix dessus comme ça, là, et je chillais. Ouais. Et j'ai commencé à vraiment chercher des soirées avec des musiques électroniques. Et Ok. je commençais et je kiffais. Je Ouais. kiffais parce que aussi je kiffais parce qu'il y avait, je me rappelle, il y avait un truc qui m'a vraiment, vraiment marqué, c'est que à chaque fois que j'allais dans les soirées hip-hop à New York, il y avait toujours des bagarres. Ok. Toujours des bagarres. Tu vois, des guns, tout ça. Ouais. Bro, dans les soirées électroniques, que de la vibe. Tu comprends? Il y Ouais. avait que de la vibe. Je disais, bro, tu sais quoi? Ouais, c'est ça c'est ma vibe. C'est ma vibe, ça, C'est tu vois? Et Ouais. sécurité, je suis bien, et voilà. Donc, voilà. Ouais. Bah écoute, faut savoir, ça c'est pour les auditeurs, que la musique électronique, la house, c'est une musique noire de base. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas parce que, on va dire ici, au Bénin ou en Afrique, c'est généralement les Blancs, dans les clubs de Blancs ou d'expats que tu as cette musique. Donc, on a mentalement cette impression que c'est une musique de Blanc, alors que quand tu recherches, c'est une musique qui est née à Chicago, Oui, qui est née oui, dans oui, les c'est ghettos. une- Et les papes de cette musique, ce sont des vieux Renois de 60 ans Ah oui, et tout, ah tout oui, ça ah oui. qui ont amené Détroit, Voilà, tous c'est ça. ces côtés, parce que c'est juste autant où parce que quand
comme tu l'as dit, c'est sorti de Chicago. Et, mais quand les Européens, ils écouté, ils l'ont importé en Europe et l'Europe a plus embrassé la musique. Mais à la base, c'est une musique noire. Non, c'est une musique noire. Ouais. You know? So it's like, Non, c'est justement pour ça que ton pote te disait, vas-y, coupe-moi cette musique, mets-moi le coupé décalé. Parce non, mais c'est ça, on n'a pas de connexion directe, mais il faut noter que c'est de la black music. Mais c'est ça que je dis, parce que je pense que même cet argument bloque déjà beaucoup de personnes déjà, parce qu'ils se disent, ah, ça c'est un truc de blanc. C'est ça. Et ils n'ont même pas la démarche d'écouter, en fait, parce que c'est catégorisé et c'est dommage. Ah non, c'est très dommage parce que je pense que la musique je pense que nous, les Noirs, déjà, avec le rythme, on a beaucoup de rythme, on a beaucoup de culture. Et si tu regardes, genre, avec beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qu'on a créées. Oui. You know? Avec, surtout quand ça vient de créatif. And unfortunately, you know. Ouais, bon. You know, il y a de la réappropriation. C'est ça. Beaucoup de ça. Mais bon. Donc, non, c'est bien qu'il y ait des gens comme toi qui se réapproprient cette musique et la développent avec leur vibe. Écoute, tu deviens DJ. Comment est-ce que tu deviens DJ? Comment est-ce que tu deviens compositeur? Parce que dans tout ça, là, tu nous as parlé, tu viens au State. À ce moment-là, est-ce que tu as déjà touché au DJing, à la production, ou tu es juste consommateur? Non, je suis consommateur et tout. Donc, j'ai commencé à vraiment faire beaucoup de fêtes, tu vois. OK. Parce que là, j'étudiais, j'étais en école de pre-med. Donc, biologie, maths, chemistry, je devais devenir OK. Et, mais je faisais beaucoup la fête aussi. Parce que déjà, à la base, tu vois, je faisais beaucoup la fête déjà. Donc, je suis arrivé à New York et j'ai commencé à sortir, mais je faisais les deux. Je sortais dans les soirées hip-hop, je faisais dans les soirées électroniques. Et oui, donc il y avait beaucoup plus de stress dans les soirées hip-hop. Donc, j'ai vraiment commencé à sortir dans les soirées électroniques parce que c'était plus relax et tout. Il y avait plus de sécurité. Et je kiffais. Et je me suis fait ami avec beaucoup de DJ, en fait. Parce que j'étais genre le petit qui était toujours en train de danser. You know, like, I was very... j'étais vraiment passionné, quoi, tu vois. Et je me suis fait ami avec beaucoup de DJ. Je les observais, quoi, tu vois. Je les observais et je me rappelle un jour, j'ai décidé de demander à un des mecs, vas-y, est-ce que tu aurais bien aimé former un petit... Et ce que j'ai remarqué, c'est que si je dois attendre quelqu'un pour le faire, ça n'allait jamais arriver. Et à New York, comme je t'ai dit, il y a beaucoup d'accès. Il y a beaucoup de magasins où tu peux aller, où ils vendent des équipements de DJ. Et tu peux juste aller là-bas et toucher. Attends, je connais des mecs qui sont dans ces magasins du matin jusqu'au soir et qui pratiquent. Tu vois, parce que ces trucs sont très chers. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à aller à Best Buy. Et dans ma tête, parce que j'ai tellement fait de soirées, dans ma tête, je comprends la logique, au fait. Je dis, tu pars d'un son à un son. Tu pars d'un son à un son. Et dès que tu arrives à faire le mixing, c'est juste une affaire de répétition. Mais après, il y a les vibes, il y a les effets et tout ça. Mais la base du DJ, c'est tu passes d'un son à un son, tu vois. Et je comprends que les sons... Tu sais, j'ai fait du rap déjà. J'ai fait... Je vois, on kiffait les beats et tout ça. Donc, je comprenais déjà... le speed, le BPM, je comprenais déjà la vitesse de la musique et tout ça. Donc, je me suis dit, écoute, et j'ai fait les maths, tu vois, j'ai fait la physique. Donc, je me dis, si tu dois mixer deux sons, tu dois comprendre que les deux sons doivent être à la même vitesse, tu vois. Et musicalement aussi, j'avais à l'oreille, tu vois. Donc, même les mêmes accords, tout exactement. Donc, c'était franchement très facile pour moi. Tu vois, donc il suffisait, je voulais juste comprendre, OK, comment est-ce que j'ai... Quel bouton on appuie pour arrêter la musique? Quel bouton pour appuyer? Quel bouton? OK, si je veux faire que la musique va rapidement, je fais comment? Pour rattraper l'autre musique. Et dès que j'ai compris exactement ce qu'il faut, c'est comme tu comprends le concept de conduire une voiture avant de conduire. Mais dès que tu comprends comment faire après, ça devient plus rapide. Tu vois? Et c'est monté très rapidement, en fait. Donc, j'ai fait ça et j'ai travaillé pendant une année dure et j'ai eu mon tax return. C'est genre, à New York, quand tu travailles pendant une année, à la fin de l'année, on vous redonne vos taxes. Donc, je me suis fait quoi? Genre $2000 et tout. Et je suis allé là-bas, j'ai acheté mon contrôleur. Et je suis allé chez moi tous les jours. Like, tac. Et pendant un an et demi, après,
Mais tu savais, quand tu travaillais, quand tu faisais ça, c'était de la passion ou tu avais envie de devenir DJ? Non, c'était de la passion. Complètement de la passion. Parce Ok. que moi, dans ma tête, tu pouvais pas, écoute, mes parents, ma mère, tu vois, et elle a galéré pour m'amener à New York. Tu vois. Tu vas pas venir Hey. lui dire que t'es DJ. Ah, mon gars, ça, c'est les baffes, ça. Mon gars. Tu vois, moi, je me disais, non, c'est la passion parce que je kiffais, tu vois. Ouais. Pour moi, la musique était toujours un outlet pour me relaxer, quoi, tu Ouais. vois. Genre, je me rappelle, j'étais à New York, il faisait froid, tu vois. Donc, tout le temps, j'étais toujours calé dans la musique. Ok. Ouais. Bah, et à quel moment ça commence à devenir sérieux? Ok, donc là, dès que je vois que je commence à être bien et tout, à l'école, tu vois, je commence à faire des amis et les mecs, quelqu'un me fait une soirée, moi je suis là, hein, c'est gratos. Donc j'ai calé les potes qui ont les gros apparts et tout ça, qui font, ils font des afters chez eux ou les before avant qu'on aille. Ils disent, écoute, le prochain after, moi je ramène mon truc, t'inquiète, t'as pas besoin de truc, on met un peu d'argent, on prend des baffes. Et là c'est comme ça que j'ai commencé, donc j'ai fait ça une fois, tout le monde a kiffé, il dit, faut qu'on refasse ça encore. Je commençais à faire ça, et je me rappelle, il y avait un mec dans l'école, il avait une marque de vêtements et il voulait faire un launch. Et il avait une relation avec un mec qui avait un club. Tu vois, et il dit, hey, mais toi, je t'ai déjà vu DJ 2 ou 3 fois là. Tu veux jouer gratuitement pour le lancement de ma marque dans le club? Je dis, hey, bro, tu me dis, moi je suis là, mon gars. Tu vois, et c'est comme ça que j'ai joué dans mon premier club. Et c'était stressé, je comprenais rien. Je savais même pas comment brancher mon truc au système du son. Je suis venu, c'était sauf qu'il peut, quoi. Je dis, ok, je vais voir ce qui va se passer. Et avec le technicien, je dis, bro, écoute, le son, ça sort d'ici, vas-y, tu me... c'était, à peu près, quoi. I had no idea what was going on. Et, donc j'ai fait ça. Et au fur et à mesure, c'était toujours comme ça. C'est-à-dire, je joue chez des potes. Bouche à oreille, en fait. Bouche à oreille, mec, viens ici, tu veux jouer là. Et en 2 ans, 3 ans, je suis passé par tous les clubs de New York. Tu vois, et j'ai trouvé un mec qui voulait me pousser un peu. Vas-y, t'es cool, je te bouge un peu. Mais dans le temps, j'allais à l'école et je me suis séparé de ma filière de médecine, en fait. Parce que je faisais trop la fête. Je dis, bro, je peux pas être médecin, ça c'est à coup sûr. Et je suis allé en finance. Parce que je dis, finance, c'est facile, tu comprends, tranquille et tout. Tu prends le costard là. Est-ce que tu es allé, honnêtement, à ce moment-là, tu savais que tu voulais plus de l'école? Non. Ou tu voulais vraiment? Bro, le truc c'est que j'étais l'un de ces gosses à l'école où je faisais vraiment la fête. Genre, j'étais toujours dans les shows, quoi, tu vois. Mais à l'école aussi, là... tu dosais. Je dosais, tu vois. Donc, c'était pas tellement difficile, quoi. Donc, et je savais que, la matière, elle a vraiment galéré. So, it's like, this is for fun, je m'amuse. Je faisais la fête, j'étais dans le truc. Pour moi, c'était ma manière de me relaxer, en fait. Parce que j'étais avec ma tante, elle me cassait les couilles à la maison tout le temps, tu vois. So, it's like, quand je sortais, j'étais dans mes soirées, j'étais dans mon truc, je rentrais à la maison, je travaillais, je vais à l'école, tu vois, j'ai un petit taf à côté, là, Zara, là, tac, et je faisais mon truc à côté, tu vois. Et je suis allé à l'école, j'ai commencé un stage à la banque, et la banque, ça a vraiment décollé, et j'ai eu beaucoup de promotions, et ils ont commencé à payer pour mes cours, pour les cours d'école, et j'ai gradué et je suis devenu banquier. Mais le truc, c'est qu'à la banque, j'étais le banquier qui faisait du DJ pendant le week-end, tu vois. Parce que c'était mon kiff. Et genre à l'école, au taf et tout, genre mon boss, tu vois, genre, je taffais vraiment dur, donc ils étaient cool avec moi, tu vois. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. Donc j'utilisais mes vacances, genre, pouvoir, genre, aller à Paris. Et le truc, c'est que à New York, il y a tellement de personnes d'un peu partout qu'à la fin, tu fais beaucoup de connaissances d'un peu partout. Donc, dès que, genre, quand j'avais un ami de Paris, j'avais un ami de la Suisse et tout ça. Donc, dès qu'on allait en vacances et tout, on appelait des contacts. Et vas-y, je viens là et tout. Ok, tu sais quoi, je vais jouer for free. Donc, pendant 3 ans, je suis un peu passé, genre, j'ai joué à Paris, j'ai joué à Zurich, j'ai joué en Espagne, mais juste par rapport à des connexions. Mais là, on est dans quelles années, là, comme ça? Ça, c'était... Ça, c'était quand j'étais... C'était 2016, 2015.
Tu vois? Dans ces eaux-là. Ouais. Ok. Et après, j'ai eu une promotion à la banque. Mm. Et je suis allé dans une autre banque et je suis devenu chef d'agence. Ok. So, je travaillais tellement que j'ai arrêté de DJ parce que j'avais pas le temps. t'avais J'étais pas chef le temps. d'agence, il y avait quoi, 25 personnes qui travaillaient sur moi. J'étais très jeune. Et quoi, mon salaire, il a quoi, quadruplé et tout ça. Je me dis, oh, ça c'est la chance de la vie. Forget about the DJing. Et j'ai laissé ça à côté, tu vois. Ok. Et franchement, je travaillais pour Capital One et tout. J'ai ouvert 2 agences pour eux. C'était vraiment bien. Et tu vois, la matière, elle était fière. Fière et tout Ouais. ça. Donc, c'était bien. Et 3 ans après, j'ai perdu mon taf. Ok. Ouais. Donc, j'ai perdu mon taf. Et je me suis dit, j'avais 27 ans. Et je me suis dit, OK, ou soit je trouve un autre taf, ou soit je vais prendre au moins 3 mois off. Parce que, mon gars, Ouais. depuis que je suis arrivé aux États-Unis, je Ouais. taffais comme un fou. Like, j'avais 2 travails, école, soirée, tout ça. Je dis, je vais me calmer. Donc, je suis venu à Cotonou pour 1 mois. Et je suis reparti à New York. Mais j'étais là, franchement, j'ai commencé à galérer. J'ai commencé à m'ennuyer, quoi. Je dis, tu sais quoi? Je vais recommencer la musique encore. Juste pour le kiff, en Ok. entendant. Et j'ai recommencé la musique et la même chose. Les mecs disaient, mais yo, bro, like, qu'est-ce que tu fais comme ça? Mais ça fait longtemps, mais attends, like, Ouais. do this for real. Et je me suis dit, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi? J'ai fait tout ce que tu voulais que je fasse toujours. Je vais essayer ça. Like, mais s'il faut que j'essaye, c'est pas pendant le week-end. Elle dit, mais non, mais tu fais ça comme tu faisais avant, tu fais ça le week-end. Elle dit, bon, écoute, le truc du week-end, là, ça marche pas. Si Ouais. je dois faire ça, je me mets dedans à 100%. Et j'essaye, en fait. Et j'essaye, Ouais. tu vois. Elle dit, OK, tu sais quoi? Fais ce que tu as à faire. You know? Ouais. Et moi, mon business mind est tombé directement. Je me suis dit, écoute, si je dois être DJ, bon, je veux pas être un DJ juste pour être un DJ, tu vois. Je dis, OK, si je veux être DJ, je veux avoir mon propre label de musique, peut-être je veux avoir mon festival en même temps. Donc, like, ma tête de banquier a vraiment commencé à travailler, Ouais. genre pour dire, OK, comment est-ce que je Tu peux être DJ structures et ça, être un ouais. DJ à un niveau où ça va Ouais. marcher et tout. Donc, j'ai commencé à faire des plans, j'ai appelé 2 de mes potes et tout. Je dis, OK, bon, les mecs, moi, je vais DJ, mais écoute, si on va faire ça, on va commencer notre propre soirée, on va commencer notre label de musique. Et c'est dans ce temps qu'il y avait vraiment beaucoup de sites où tu pouvais juste commencer ton label, en fait. Ok. Genre, ils avaient, genre, tu peux login et Ouais. tout. Ils avaient tout le matos online. Ouais, administratif, Ouais, tout et ça. ils s'en occupaient de ça pour toi. Donc, ouais, donc j'ai commencé et j'ai commencé le label de musique. Mais j'avais pas encore la possibilité de, genre, faire des sons proprement. Parce que déjà, depuis Cotonou, j'utilisais Fruity Loops et Ouais. tout. Genre, on essayait les beats, tu vois, on faisait les Ouais. beats déjà, tu vois. Ouais. Mais, so it's like, mais now, it's like, OK, next level, like, it needs to be, like, really good. Et, ouais, j'ai galéré, man. J'ai galéré à New York, tous les gigs de ouais. $100, tous les $50, ça, like, bouger les speakers, bro, like, j'ai vraiment galéré, tu vois. Mais, consistency, and tu sais quoi, quand je m'assois aujourd'hui et j'y pense, franchement, je ne sais pas où j'ai trouvé la force pour faire... Process tout ça là. Ouais, parce que, bro, il y avait... Ouais, je pense que c'est la passion. Hein. Quand tu es passionné par quelque chose, ça peut être difficile. Ouais, tu sens pas, en fait. Tu le sens pas parce que c'est le résultat que tu vois et peu importe ce que ça te demande, tu le Yeah. fais parce que de toute façon, ça te fait plaisir de le faire. De le faire, en fait, Tu vois. franchement. Donc, je pense que c'est la passion. Il y a Ouais, pas, non. il y a pas Non, mais d'autre parce que, réponse. bro, le nombre de sacrifices et de stress que, bro, like, tu comprends, c'est Ouais. c'est un industrie très, très dur. Ouais. Surtout quand t'es, you know. Ouais, quand t'es black. So, Ouais. Mais justement, là, tu reviens au DJing et tout. Tu t'entoures, tu formes ton équipe, tu Oui. montes ton label. Oui. C'est comment les premières années, justement? Sur les premières années, Ces années de galère, qu'est-ce qui se passe? les Qu'est-ce qui se premières passe années, concrètement? c'était un mélange entre... parce que j'étais très social, en fait. J'avais Ok. beaucoup d'amis. Ouais. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mm. Parce que au début, quand je faisais... Parce que j'avais vraiment du mal à me faire booker par les bonnes soirées à New York.
Les soirées Ok. dans lesquelles je voulais jouer, tu vois, parce que les mecs ils disaient la musique afro là, ça a trop de drums, hein, tu vois, parce Ok. que l'afro house c'était pas cool avant, Ouais. tu vois, c'était juste de la house, Ouais. tu vois. Ouais. Quand il y avait trop de tam tam là, les blancs ils disaient là c'est trop là, tu vois. Ok, ça Et passait pas. Ça passait pas, tu Ok. vois. Mais voilà, même avant d'évoluer, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi l'Afro House? Ok, so l'afro house c'est une branche de la musique électronique qui mélange des éléments africains, dont des drums, like, you know, les tam-tams, les shakers, les cowbells, comment ça s'appelle les cowbells? Gon. Les gonds, des vocales africains, mais tout, genre, imaginez un mélange entre la musique électronique européenne et Ouais. la musique africaine, Ouais. tu vois? Ouais. Et c'était pas un truc qui était très... Très développé. Mais Il y a toi, très développé. tu as choisi parce que tu kiffais ou tu kiffes la musique électronique. Non, mais je vais t'expliquer, en fait. Ok. J'ai choisi... Très bonne question. J'ai choisi parce que au départ, j'étais dans la musique... J'étais dans la house, Ouais. tu vois? Et je me suis assis un jour, mais je me suis dit, mais... Tu sais quoi? Je sens qu'il y a quelque chose qui me manque dedans. Tu comprends? Parce que, genre, tu vis à New York, tu vis en Europe, et tu vis une vie qui n'est pas forcément la tienne. Tu vois? Tu t'adaptes, mais c'est pas vraiment... c'est pas ton vie. essence, Ouais. tu vois? Ouais. Et je me rappelle, je parlais de ça à mon frère un jour, et mon frère, il m'appelle, il dit, hey, check ce mec-là, c'est Black Coffee, là. Écoute, Ton frère, il te met toujours. Ah ouais, il c'est te lui, connaît non, bien, non. il sait comment te démarrer, en fait. yeah. Mais aussi, il est très... genre, il a toujours été visionnaire avec la musique Ok. et les trucs comme ça avec moi. Tu vois, il m'a toujours mis dans des chemins pour dire, vas-y, check this out, tu vois. Il m'a appelé un jour, il dit, écoute ce mec-là. Là. Je sais que toi, moi, on n'a pas la dernière fois. Lui, il fait du bon. Ouais. Mais quand j'ai entendu ça premièrement, je me suis dit, mais c'est la house, mais c'est pas ce que j'écoute d'habitude, tu vois. Et j'ai vu, oh, wow, le mec, il est en Sud-Afrique et tout. Et ces mecs, ils ont créé une autre branche de la house, mais ils ont créé leur propre identité africaine Leur propre son. dessus, tu vois. Et ça m'a vraiment ça m'a marqué, quoi. Je dis ça c'est mon truc, ça. Ok. Ça c'est mon truc, tu vois, parce que j'ai senti que c'est un truc que je pouvais faire et dont je pouvais être fier, Ouais. tu vois. Et tu pouvais innover dedans. Je pouvais innover dedans et ramener toi-même ta touche, ta personnalité. Exactement, Ouais. exactement. Tu vois, et donc, moi, je suis rentré dedans, j'ai commencé Ok. à faire mes recherches, j'ai commencé à Ouais. chercher, ok, en Sud-Afrique, mais quoi, j'ai vu qu'il y avait quelques hubs dans le monde entier d'où cette musique venait, des fois du Brésil, here, Angola, here, même en Europe et tout, et je me suis vraiment mis dedans, Ouais. Ok. tu vois. Donc, c'est comme ça que tu rentres dans l'Afro House. Exactement. Et tu me disais que Afro House à New York, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué Là, dans on le est temps. autour de 2018, comme ça, c'est ça? Même avant, même Même 2017, avant. 2016, Ok. tu vois, c'était pas genre les clubs les plus mainstream, c'était Ouais, pas ça, tu vois. ça Il y avait jouait pas. d'autres DJ qui étaient de ma promotion et ils jouaient de la house et c'était plus facile pour eux, Ouais. tu vois. Mais moi, j'étais dans mon truc, tu vois. Mais moi, je kiffais mon truc. Ouais. Et c'était pas forcément. Non, mais je me rappelle, il y avait même des mecs qui me disaient mon frère, peut-être que tu sais, tu vois, bon, tu fais la house, quoi. Comme ça, c'est plus facile. Ouais. Je dis, bro, je kiffe ça. Ouais. I'm gonna wait, you know. Et j'ai continué et c'est fou parce que, écoute, t'imagines il y a 10 ans, si tu jouais de l'afrobeat aux gens là-bas, tu penses que, bro, Non, il c'est ça. va te regarder bizarrement. Aujourd'hui, Ouais, c'est ça. Que- C'est ça. c'est- C'est ça la chose aujourd'hui. tu comprends, non? Ouais. C'est la même chose, tu Ouais. vois. Mais So- toi, est-ce que tu as senti que ça allait venir? non, bro, moi je Ou kiffais ça. tu kiffais juste Bro, et c'est je la kiffe. passion qui t'a aidé à tenir tout court. Il y Je te avait pas dis de. que je ne, like, non. Parce que, bro, c'était tellement difficile. C'était bien parce que je suis africain, tu vois. Et j'aimais le fait que je pouvais m'identifier à ça, tu vois. Je dis, ouais, c'est mon truc, tu vois. Mais c'était pas forcément, ça va devenir Ouais. une grosse- Parce que Black Coffee, il n'était pas aussi... Ouais, il était pas Black Coffee Fidèle d'aujourd'hui, en fait. yeah, c'est dans le ça. temps, tu vois. Ouais. Ouais. Et
Et donc, oui, donc j'étais l'un des seuls Ok. à New York dans la scène. Dans House cette scène. a proposé ça. À proposer ça. Il y avait d'autres mecs qui venaient d'une autre école, mais genre une autre école un peu underground. Ouais. Mais dans la scène dans laquelle j'étais l'un des seuls. Tu vois? Et bah, à quel moment il y a le switch? Le switch, tu sais, le truc avec New York, c'est que c'est un peu comme partout, tu vois. Quand t'es local et tout, tu fais ton truc et tu décides de partir, et d'autres marchés, d'autres pays commencent à te reconnaître. Ouais. Donc là, ça rejaillit sur New York après. Tu vois? Ok. Et, mais le truc, c'est qu'avec les soirées qu'on faisait, comme je t'ai dit, que j'avais beaucoup d'amis et tout ça, j'ai eu beaucoup de support au début. Donc, nos soirées, parce que j'ai commencé mon label One Tribe. Ouais. Et c'était One Tribe. Tribe, c'était like tribal music, kind of afro, you know? Ok. Et l'idée, c'était de faire des soirées autour de l'Afro House. Ok. Tu vois? Parce qu'il y avait pas ça. Donc, on a commencé et j'ai 2-3 soirées. Et j'ai une des plus grosses boîtes de New York. Ils m'ont vraiment aidé parce que le propriétaire dit, vas-y, tu veux quoi? Je vais t'aider à faire des soirées et je vais t'aider à ramener d'autres DJ internationaux qui font de l'Afro House. Ok. Et donc, il a cru à la vision. En fait. Ouais. Donc, lui, ce mec, Ilan, tu vois, c'est l'un de mes potes aujourd'hui. Mais c'est le mec, bon, il n'y avait rien, quoi. Ouais. Et il dit, ouais, tu veux quoi? Je kiffe ce que tu fais là, c'est cool. Tu vois, je vais t'aider avec le budget et tout ça et je te paye quelque chose et on met ton label au début. Tu vois, parce que lui faisait beaucoup de soirées, de différents vibes, en fait. Tu vois, des soirées house, des soirées électro, techno, tout ça. Et il voulait vraiment aussi essayer quelque chose avec l'afro house. Ouais. Et oui, donc on a commencé ça. Et ça avec le fait que, genre, je voyageais un peu, je bougeais un peu. C'est-à-dire que ce que je remarque, c'est que c'est pas un seul truc qui est arrivé, au fait. C'est des trucs différents. 1 plus 1, là. Je suis allé là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai rencontré cette personne-ci. Et un jour, je pense que tous ces éléments se sont bouillonnés assez et c'est arrivé comme ça. Ça a pris. Mais à quel moment, toi, tu as senti, tu t'es dit, là, ça a pris, ou là, c'est en train de prendre? Je me rappelle, parce que en même temps, je jouais à New York et je jouais là, j'essayais toujours de rencontrer des gens en dehors de New York qui pouvaient me présenter des gens où je pouvais jouer. Et je me rappelle, je suis allé dans une soirée à New York, j'ai rencontré une meuf là qui habitait au Mexique. Et elle m'a vibé et tout ça, elle m'a dit, mais toi, t'es DJ et tu joues pas au Mexique. Le Mexique, c'est un gros marché pour les DJ. Et je dis, mais arrête. Elle dit, ouais, t'inquiète, je vais t'introduire. Donc, elle m'a aidé à trouver 2 gigs presque, pas des gigs très bons, mais je dis, écoute, laisse-moi aller, je vais voir. Tu vois? Et je suis allé et j'ai fait ces gigs-là. Et après, elle m'a présenté à. Il y a un mec, parce qu'elle connaissait un mec qui faisait les plus grosses soirées au Mexique. Et le dernier jour, on allait manger et le mec, il était à la table aussi. Tu vois? On était là, bon, moi, j'étais le petit gars à la table, tu vois? Et elle a dit, vas-y, viens avec moi. Et on était assis et le mec, il a commencé à me poser des questions, quoi, tu vois? Ah, toi, tu viens d'où? Ah, tu fais quoi? Et bon, moi, je répondais. Et il dit, ok. Envoie-moi ta musique, je vais écouter rapidement. Et 2 semaines après, il m'appelle. Il me dit, hey, tu sais quoi? C'est moi qui ai booké Black Coffee ici pour la première fois au Mexique. Et franchement, tu m'as rappelé de lui. Genre, au début, quoi. Ouais, au début, ton énergie, tu es humble et tout ça. Et je vois que tu es vraiment passionné par rapport à ça. Tu sais quoi? Je vais te booker dans mon club. Même si tu n'es pas prêt, même si tu n'as pas encore de musique, tu n'as rien, je vais te booker. Et il m'a booké, il m'a payé mon vol, payé le billet, l'hôtel et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer au Mexique. Et donc, genre... Et d'une date à une autre. Et d'une autre date à une autre. Et les gens kiffaient, mais aussi, tu vois, il y avait le fait que j'avais une opportunité, mais aussi il y avait le fait que ça a vraiment marché, quoi. C'est que dès que j'ai une soirée, la prochaine fois, je reviens, il y a 4-5 fois plus de personnes. J'ai commencé à... me créer une fanbase et tout.
genre au Mexique, à New York, à Miami, ici, là. Et je me rappelle, je suis allé à Berlin parce que mon ex, elle était allemande. Et je voulais aller à Berlin parce que Berlin, c'était là où ils faisaient les meilleures productions, en fait. Ouais. Parce que ma production, c'était pas top. Okay. Je dis que bon, maintenant, le DJ, c'est cool, et tout, je joue un peu partout, mais il faut que je cherche un ingénieur de son qui va vraiment m'aider à Step arriver. up. Ouais, donc je suis allé là-bas, c'était pas facile, hein, c'était beaucoup de galères, mais ouais. Donc, oui, mais voilà, ce que j'aimerais comprendre, tu sais, dans le rap ou dans la musique, oui. tu as l'artiste qui est avec son beatmaker, il compose leur musique et tout ça là. Ouais. Chez toi, ça se passe comment dans ton univers? Ok. Est-ce que quand on dit que tu es producteur, c'est-à-dire que tu as ta prod, tu composes toi-même ta prod, tu cherches les éléments, tu crées ta musique et cette musique-là, les autres DJ aussi la jouent, tu joues la musique d'autres DJ. Comment ça se passe? Ok, bon, je t'explique comment la production et après je t'explique c'est quoi le concept. Pour la production, moi, parce que bon, comme j'ai fait du rap déjà avant, je faisais un peu du beatmaking déjà avec Fruity Loops. Ouais. Donc j'écrivais déjà, tu vois. Et le concept de production de beats, c'est un peu comme aussi, comme t'écris les lyrics, tu vois. T'écris les notes, t'écris la musique, t'écris les drums. Et le problème, le truc le plus challenging, c'est le mixing en fait. Oui. Tu vois, parce que le mixing, c'est très... Surtout si tu es DJ, voilà, tu dois avoir des bons mix, des bons masters pour faire péter le son, en fait. C'est ça, en fait, c'est ça. Tu vois. Et à Berlin, il y a des mecs il y a des génies pour ça, en fait. Tu vois. Moi, je viens de Cotonou, je suis à New York et tout, je fais, ok, je suis un bon DJ, whatever, mais un ingénieur qui va prendre un son et qui va dire, yo, ok, il faut qu'on change le kick là. Ok, j'aime le pattern, mais le kick, ça va pas, yeah, it's too much. Tu sais quoi, j'aime bien la note que tu as jouée, mais tu sais quoi, non, c'est pas ce synthétiseur. Quelqu'un qui va arranger tout ce que tu as fait. Qui va réarranger ça et qui va. Donc, donc, moi, je crée mes chansons déjà. Parce que, par exemple, Pachido et tout, tu vois. Un Allemand peut pas sortir Pachido et dire whatever, you know. Tu vois, donc, moi, je suis une boîte à idées avec quand même assez d'expérience en production. Mais quand ça vient dans le mix down et tout, je travaille avec des ingénieurs. Avec des ingénieurs et on travaille sur le son ensemble. Donc déjà, moi, je viens en studio avec le projet déjà, tu vois. Et lui, il ouvre les pistes. On ouvre et tout, il dit, pas ça, ok, tu kiffes ça, non. Et on travaille dessus, on fait des back and forth. Et Mais non, pour les sons, le concept du DJ dans la musique électronique, c'est quand tu as des sons, c'est comme David Guetta par exemple. David Guetta, il est David Guetta parce qu'il a des sons qui ont pété. Tu vois, il a beaucoup de sons qui ont pété. Donc les gens viennent le voir juste jouer ses sons. Tu vois, donc c'est pas forcément un concert, mais il y a aussi la performance qui vient après où, en tant que DJ, David Guetta, quoi, il joue pour 2 heures, peut-être il a un son avec Beyoncé, il a un son avec Jay-Z, et il dit ouais vas-y Beyoncé, vas-y, je vais jouer le son qu'on a ensemble, mais je veux que tu viennes et tout, donc il y a plusieurs levels de trucs de showmanship, mais il y a aussi le fait que tu vois, c'est les sets, quoi. C'est très bizarre parce que de nos jours aussi, il y a aussi des DJ qui ont des visuels, le truc genre Afterlife, il y a Tale of Us, c'est le mec, bro, ils vendent 50 000 tickets où ils vont, tu vois. Mais c'est le concept, il est un peu différent, en fait. Mais dès que t'es DJ, t'as la musique et la musique, ça pète et tout ça, ça te donne de l'autonomie et les DJ font beaucoup de chansons et donc en fait tu construis ton catalogue en fait. C'est ça en fait. Mais en tant que DJ tu peux jouer le son d'autres DJ et tout. Il y a d'autres DJ, c'est la vibe, c'est ça en fait. D'accord. Ok. C'est comme le chill and groove là. It's kind of the same thing. Sauf que bon, tu peux avoir toi-même tes sons que tu mets dans la sélection en fait. C'est ça en fait. Ok, d'accord, c'est intéressant à savoir. Donc tu disais que tu étais allé en Allemagne là pour retravailler tes mix et passer à un niveau professionnel plus clean.
Ouais, ça. non, c'est Et- ça, mais c'était difficile parce que Berlin, c'est pas un endroit où tu te fais de l'argent, quoi, tu vois. Ok. Ouais, Berlin, c'est, bro, C'est c'est underground rough, encore? bro, bro. Non, mais je te dis, quoi, c'est, Mm. Berlin, c'est super underground et Berlin, c'est un endroit où quand tu veux être successful, ils aiment pas ça, en fait. Ah ouais? Ouais. Ok. Berlin, c'est un endroit où ils aiment like pure artistry. Ouais, Tu comprends? ouais, Genre l'artiste, il doit souffrir, il doit. ouais. Tu comprends? Ouais, Il peut pas se faire de la tu as thune. déjà galéré. Ouais, c'est ça en fait. Tu comprends, non? Donc moi, je suis allé là-bas, mais je dis, écoute, les mecs, moi je suis venu. Je suis venu mixer. Ouais, mixer. Mixez-moi le son. Mixer et le puis son, moi, je on m'en y vais. va. Tu vois? Ça. Et non, mais ça m'a. Écoute, j'ai toujours mon appart à Berlin. J'aime bien Ok. ça parce que ça m'aide à me séparer Ouais. De tout le ouais, tout ça là. Parce ouais. que Londres, Ça te Paris, recentre, ouais. Ibiza, New York, tout est chaud. Mais quand je vais à Berlin, Ouais. tu vois, c'est chill. Ok, Tu vois. d'accord. Ouais. Bah écoute, dans ton parcours, bah, tu as croisé, on a parlé de Black Coffee qui est, bah, disons, une légende vivante de l'Afro House. Ouais. Et je l'ai T'as rencontré au parlé- Mexique, hein. Tu l'as rencontré au Mexique? Ouais. Ok. Et tu as parlé également de David Guetta. Oui. Bah, tous ces gars-là, vous jouez sur les mêmes sets. Yeah. Quand tu commences à jouer avec ces gars-là, qu'est-ce que tu te dis? Comment toi-même, quel regard tu portes sur toi? Tu sais ce qui est bizarre? Ce qui est bizarre, c'est que bon, moi j'ai grandi à Cotonou ici en voyant David Guetta à la télé. Ouais. Tu vois, donc imagine le premier jour, tu comprends? Mais attends, mais David Guetta, bro. David Guetta, il est plus grand que même des artistes qui chantent. Ouais. Like, bro, this guy is on a different level. Ouais. Même s'il est un peu commercial, même s'il est très commercial. Oui, le commercial. You know? Ça, Ouais. c'est le plus Mais commercial c'est d'entre le- vous. mais je te dis que même les plus grands DJ, Ouais. quand David marche dans la chambre, tout le monde doit se calmer. Ouais. Parce Non, qu'il y a, après, parce le qu'il y a- truc, il y a c'est des, que- ni- il y a des niveaux. Ouais. Tu vois? Après, est-ce que c'est mauvais d'être commercial? Je pense pas que ce soit mauvais. Je pense que c'est juste un choix d'être commercial. Et c'est pas facile d'être commercial non plus. Mais bon, toi, t'es artiste à la base. Mm. Tu sais comment ça se passe. Quand t'es dans le underground, tout Ouais. le monde est C'est on va toi cool. qui es le plus vrai, Ouais. c'est toi qui as le meilleur son, tout ça. Mais c'est Tu faux. comprends? C'est ça, mais c'est ça, en fait, Ouais. la dynamique de la musique électronique, right? Parce que Ok. comme à la base, c'est une musique de l'underground, Mhm. right? Tout le monde... C'est-à-dire que quand tu deviens un peu commercial, tout le monde te regarde comme ça. Mhm. Vendu, Ok. là, tu vois? Ouais. Mais tu te fais de la thune. Ouais. Mais tout le monde te regarde comme ça, mais à la fin, tout le monde veut quand même être comme toi. Ouais. Parce que c'est... Ouais, bah, Attends, c'est quand tu es dans le c'est jet partout. Hein. privé, tu fais les trucs... C'est partout. Tu vois? Je pense que c'est une problématique qui vient dans tous les styles de musique. Oui. Mais bon, si tu veux faire une carrière, ça se finance. Tu vois, et, Ah. bon, après, c'est des choix. Tu vois, ceux qui veulent être underground restent underground et vivent leur carrière underground. Non, tu mais vois. c'est ça. Mais Ouais. avec la musique électronique, Mm. je pense que là, ça change un peu plus parce qu'avec TikTok, Mhm. parce que TikTok maintenant, bro, like, les labels même, Ça là, a switché le game. bro, ça switch le totalement. game complètement. Moi. Ouais, Même les labels n'ont même plus de force, mon gars. ouais. Quand une musique, si tu es DJ, tu es n'importe quel chanteur, n'importe quoi, tu sors un son et le son ne marche pas sur TikTok, Ouais. faut laisser la faire. Ouais. Faut laisser la faire. Tu vois? Mm. C'est pourquoi, bro, de nos jours, tous les DJ, tous les artistes maintenant, ils ne signent plus avec la label maintenant. Ouais. Ils ont leur propre label. Parce que si tu as ton audience déjà, pourquoi Ouais, tu vas avec le construis label? Ouais. Tu construis ton audience, t'es un Tu indé, comprends? fais tes... Et tu donnes quoi? fais tes Tu donnes quoi? bails, ouais. 80% des trucs Ouais. au label? Pourquoi? Ouais, ouais, Tu vois? ouais. So, it's like... Ça a changé complètement le game et tout Ouais. ça. So, Mais la question était, Ouais. quel regard toi-même tu portes sur toi à partir du moment où tu commences à tu sais jouer quoi? avec Je vais ces- t'expliquer. ces- Il y a ces gars-là. une expression en anglais, on dit drinking your own Kool-Aid. Tu vois? Mhm. C'est-à-dire que quand toi-même tu bois ton propre. Quand toi-même tu te gastro là. Ouais. Moi, j'ai jamais été comme ça. Ouais. Moi, j'aime bien. Tu sais quoi? Et ma mère, ma soeur, tout le monde, ils me disent toujours ça parce que moi, je viens tranquille, tu vois. Et moi, je suis relax, tu vois. Mm. J'aime bien faire ce que je fais, mais j'aime pas me donner trop de
trop de... Comment on appelle ça quand tu... c'est dans le mec. Ouais. Non, tu sais, je le dis même pas dans ce sens parce que je me dis peut-être que le jour où tu te dis, voilà, Non, mais je suis c'est avec ça, David Guetta, ah bon, écoute, j'ai passé un palier, non, mais, c'est quoi la suite? Non, mais c'est ça, en fait, le truc. Ouais. Le truc, c'est que tu as raison. Je suis... Mais peut-être c'est ça mon problème, en fait. Parce que ça... Mais aussi, c'est ça qui m'aide, en fait. Parce que je me dis jamais que c'est assez, en fait. Ouais. Tu vois, parce que je ne regarde pas, j'ai pas le temps de dire, oh ouais, t'as fait du bon. Je pense que la seule fois où je me suis stoppé, even though David Guetta et Black Office, ils sont vachement plus grands que... bon, mais je veux pas comparer, mais quand tu prends quelqu'un comme Angelique Kidjo, right? Like, 5 times Grammy, like, c'est l'une des plus grosses fiertés du Bénin musicalement. Quand on a signé le son et le son est sorti, le jour là, franchement, je te dis, c'est l'un des moments où je me suis arrêté et je me suis dit, waouh. Je dis, waouh, si le petit Hubert de 14 ans, non, tu comprends, je suis directement là, allé au tu as petit... fait le flashback, j'ai fait le flashback, tout le chemin parcouru en fait. Même pas de 14 ans, de 7 ans, tu vois, qui regardait à Gaulois la télé et la courait dans tous les sens et tout ça. Je dis, waouh, ok. Et c'est bizarre parce que, ouais, je suis avec Black Coffee. Écoute, j'ai fait un remix de Omalé il y a 2 ans, officiel, tu vois. Mais je pense que le truc d'Angélique, c'est vraiment aller à la maison, quoi. C'est vraiment... Tu peux pas aller plus à la maison que ça. C'est ça, c'est ça. Là, je pense que tu as réussi à joindre les deux bouts, en fait. C'est-à-dire Hometown et ce que tu fais qui est international, que les gens peut-être comprennent pas ici. Là, tu as fait la jonction. C'est ça, en fait. Et voilà. En tout cas, félicitations pour ça. Mais comment ça s'est passé? Ah, tu sais quoi? Le truc, c'est que, bon, moi, parce que avant, j'étais avec mon management. Et bon, mais ils sont plutôt dans la musique électronique. Et ils me demandaient, tu veux travailler avec qui? Tu fais quoi avec qui? Je dis, bon, on a vu les gens dans le domaine de la musique électronique. Mais je dis, les mecs, écoute, il y a Angélique Kidjo, et c'est une légende africaine. Et franchement, si vous pouvez la contacter pour voir. Et ils ont essayé de la contacter. Et les mecs, ils sont revenus, ils ont dit, non, Angélique, elle est busy, tout ça. J'ai dit, ok, cool. Moi, j'essaye, tu vois. Moi, je continue mon travail. Et un jour, j'étais sur mon Instagram, j'ouvre et je vois un message d'elle. Ok. Aussi simple que ça. Randomly. Elle dit, monsieur Amémé, on compte faire les 30 ans de Agolo et on veut faire une version spéciale et on a écouté votre musique et on pense que vous serez un bon fit. Je dis, mais oh waouh, je peux un screenshot, j'ai envoyé ça à ma mère, je dis, regarde ce qui se passe. Et je suis monté au téléphone avec sa team et je les ai dit, mais les mecs, vous savez que moi je vous ai contacté il y a 1 an. Je dis, ah ouais, on était en tournée, on a même pas, whatever, mais on est très intéressés. Aussi, il y a le Bénin comme connexion et tout ça. Et ma mère, elle me disait toujours, si jamais tu parles à Angélique, tu lui dis que tu es le fils de Rémi, parce que elle connaît très bien ton papa. Et bon, moi, je me suis dit, tu sais, j'ai pas voulu prendre ça. Et ils m'ont envoyé les voix, tout ça, parce que j'ai réarrangé tout le son, en fait. Et elle a pris, parce qu'elle nous a envoyé les vocales qu'elle a enregistrées il y a 30 ans. Et j'ai fait un nouveau arrangement, une nouvelle production et tout. Et elle est repartie dans le studio, elle a rechanté. Tu vois, donc c'est pas vraiment un remix, en fait, c'est reimagined version. Et je me rappelle, elle était avec... Elle l'a fait, mais sur la base que toi, tu avais réarrangé. Et elle a une très bonne relation avec les sœurs de Cédric. Tu vois? Et un jour, je pense que elle parlait à Evelyne ou un truc comme ça. Mais Evelyne dit, mais tu sais que la mémé là, c'est mon cousin, c'est la famille. Elle dit, quoi? Elles m'ont appelé comme ça. Je suis avec Evelyne. L'enfant de tonton Rémi. Oh, ok, c'est la famille là. Ok, là maintenant ça a bougé. Parce que le truc c'est que jusqu'à cet endroit, on discutait, tu vois. Je savais que j'allais faire la version et elle allait écouter si elle aimait, tu vois. Mais là, je pense que ça a vraiment consolidé. Et quand je les ai envoyé la première version, mon frère, elle n'a même pas
Elle dit, ah, ça, c'est du bon, ça. Et, bro, le truc, c'est que sa team est un peu déconnectée un peu de... Ils ont tellement de choses qui se passent. Ouais. Donc, j'ai dû vraiment rentrer dedans comme un bulldozer et vraiment pousser, quoi. Ouais. Tu vois? J'ai dû vraiment pousser. Mais franchement, elle a été très gentille. Très genre, elle a vraiment supporté le projet. Ouais. Et, Elle a joué le jeu, quoi. ah ouais, Ouais. non, elle a joué le jeu. Et on Ouais. s'est rencontrés à Paris. Non, après, je vois même sur les réseaux, elle pousse, elle fait des vidéos, Ouais, elle ouais, danse ouais. sur le son. Ouais, non. Elle fait ça bien. Non, franchement, non, mais on s'en rend quelques fois. Et même là, je lui ai proposé parce que comme je joue à Coachella, et Coachella, c'est. Peut-être on est en train de voir si on peut trouver le créneau pour que Ce serait on puisse bien. performer ça ensemble. Ce serait bien. Ce serait énorme si tu Énorme, fais ça. Ce énorme. serait énorme. C'est ça. Ouais. C'est sur ça que je suis en train de travailler. Ok. Et pour moi, c'est juste. Bon, dès qu'on parle d'Angers, c'est juste. C'est une porte que je viens d'ouvrir. Ouais. Parce que là, je suis en train de travailler sur beaucoup de sons africains avec lesquels j'ai grandi. Ouais. Genre, Monique. Là, je suis en train de Seka. travailler avec un truc avec Monique Seka. Ok. On est en train de discuter. Ok. Donc, c'est le prochain truc. Et genre, j'ai fait un remix de Papa Wemba. Et là, Ok. j'étais en contact avec sa famille pour voir comment on va clé ça parce que ils n'ont perd son âme. Donc, pour moi, c'est juste le début d'une nouvelle vague Ouais. que je veux... Un nouveau format que je veux vraiment que tu es en train de développer, en fait. pousser Ok. la musique africaine. Et c'est pas je dis que la musique africaine a besoin de mon pouce, mais moi, moi, j'ai grandi, quoi. J'écoute toujours les Monique Seka, les Oliver Ngoma, Ouais. les Papa Wemba. Et la musique africaine a toujours été, a toujours été top, mon gars. Ouais. Mon gars, la musique a toujours été top. Ouais. Et quand j'écoute ça, je dis, mais quoi? Mais en fait, c'était aussi de la musique électronique, mais c'était juste un autre format. Donc, moi, je pense qu'il y a cette misconception du monde entier que, oh, l'afrobeat, ça vient de... Non, ça vient pas du... Tous ces gens-là, ils se sont inspirés. Ouais, de ce qui Mon gars, le existait déjà. dombolo, Ouais. les coupés... Ça avait un format et ça... Tous ces styles de musique ont participé à l'inspiration de chaque génération d'où on est aujourd'hui. Et moi, parce que je suis tellement fan de cette période d'or, Ouais. et je veux vraiment ramener beaucoup de ces classiques-là dans ce... et en profiter aussi pour exposer la musique électronique à l'Afrique. À l'Afrique. À Ouais. l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, like, wherever I can go. Ok. You know? Écoute, Et surtout au Bénin aussi, tu vois. Ouais. Et franchement, c'est pas... Déjà, le son Pachido avec Bello, Oui. on en discute avec Angélique. Peut-être on va refaire une version avec elle. Ok. Parce ce que le serait son, bien. c'est... Ouais. Le son, il est bien. Il est très bien. Ouais. Et c'est l'un des sons où, jusqu'à présent, les gens, je sens que ce son n'a pas vraiment eu la chance d'avoir Ouais. assez de Assez lumière, d'audience, d'audience, parce que d'écoute, c'était ouais. au début quand Ouais. j'ai commencé. Ouais. Et, Ouais. ce qu'on peut faire pour, Mais bah voilà, tu viens souvent au Bénin. C'est quoi ton... Bah, j'imagine que tu écoutes beaucoup de musique parce que tu connaissais la musique béninoise, tu connais... Quelle oreille tu portes sur la musique béninoise, sur la musique urbaine, on va dire, parce que ici la musique électronique est encore très confidentielle. Oui. Mais quelle oreille tu portes sur la Mais musique? tu sais qui se quoi, fait? je suis très humble, mais je dois te dire que je suis un peu déconnecté quand même de ce qui se passe maintenant. Mais je me rappelle quand j'étais là il y a 15 ans, quand je me rappelle, il y avait est-ce que tu catégoriseras Zénab comme musique urbaine? Ouais, elle a eu une partie de sa carrière qui était urbaine. Et bon, de toute façon, je pense qu'elle est entre urbaine et tradition, en fait. Exactement. Mais... Tu vois, les Zénab, les Sakboran, les... de cette époque, mais maintenant, moi, c'est pas, je te dis, quand tout à l'heure, je te demandais par rapport à Vano, Fanico, mais Fanico, c'est le petit frère de mon pote, tu vois. Je le connaissais depuis très longtemps, tu vois. Donc, ça me fait vraiment très plaisir de voir que il y a une génération qui vient. Mais vous avez fait
votre travail et vous avez vraiment prouvé. Parce que franchement, tu sais, avec la musique. Ah bon. La musique cubaine. Quand tu parles du rap béninois ou de la musique béninoise, tu vois, il y a les Sakpata Boys, il y a les. Arties, bro, tout ça. Et, tout ça. Donc, je pense que là, je suis à un endroit où je pense que je ne m'y connais plus assez et je suis assez humble pour poser de questions. Et c'est pourquoi, même avant même qu'on commence cette interview, je te posais toutes tes questions parce que je voulais comprendre, tu vois. Et je suis là pour comprendre parce que je veux aussi vraiment essayer quelque chose. Je veux parce que voilà, quoi. Il y a de la Mapiano aussi qui bouge beaucoup, autour de ce que je fais, tu vois. Et je vois que la Mapiano, ça bouge un peu déjà ici en Afrique de l'Ouest et tout. Mais d'ailleurs, il y a des jeunes qui ont créé un concept, ils viennent d'Adja et ils ont appelé ça le Adja Piano. Et ça marche beaucoup, on va dire que c'est une des révélations musicales qu'il y a eu cette année. Je te ferai écouter. Please, s'il te plaît. Et il s'appelle X-Time, Jix et un beatmaker qui s'appelle Ronnie. Okay. Et je pense honnêtement qu'avec ce que tu fais, il y aurait moyen de rendre ça international. Parce que, tu vois, pour une fois, mais ça, c'est l'analyse que j'ai, on a une musique qui est urbaine et qui est béninoise, même si elle est inspirée du Amapiano, elle est béninoise parce que c'est des sonorités vraiment Adja. Mais elle n'a pas encore, ou ils n'ont pas encore trouvé comment internationaliser ça. Donc, je pense que tu devrais écouter ça. Et non, mais c'est ça. Mais tu sais quoi? C'est exactement ce que je voulais vraiment tirer de ça, en fait. Pouvoir, OK, comment est-ce que je peux aussi utiliser mon plateforme pour ouvrir... En tout cas, je suis sûr qu'en termes de sonorité, ça va t'intéresser. Quand même, moi, je suis ouvert. Hein. Je suis ouvert et et j'en parle avec ma famille, mes amis, ma team. Et je dis, je veux... Parce que pour moi, c'est pas forcément ce qui marche le plus. C'est aussi ce qui est très identitaire. C'est ça qui te parle, en fait. Ouais, c'est ça qui me parle. C'est ça la couleur de ta musique. Oui. Okay. Moi, je suis pas ici. C'est cool, s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose de cool en fait, mais je cherche aussi des gens qui sont dans la vibe. T'inquiète, je vais te faire écouter. S'il te plaît. Je vais te faire écouter des choses. Alors, aujourd'hui, tu es au niveau international. Comment tu vois l'évolution de l'Afrique sur la scène musicale? Comment l'Afrique se positionne aujourd'hui? Listen, l'Afrique, je pense que c'est un marché avec beaucoup d'opportunités. Déjà, je vois comment la Mapiano parce que la Mapiano, c'est l'extension la plus proche de la musique électronique en Afrique. Et déjà, au Nigeria, il y a des concerts de 3000, 4000 personnes de Afro House. Au Ghana, déjà Mr. Easy, il m'a... son sound system, là. Il voulait que je vienne jouer au Ghana le 27, mais là, j'avais déjà un gig et tout, donc on est en train de planifier quelque chose pour l'année prochaine. L'Angola, il y a le Sénégal qui bouge aussi, il y a l'Afrique de l'Est qui bouge. So, je pense que c'est un développement assez steady, mais je pense que ça va arriver d'un jour au lendemain. Il faut le son. C'est ça, il faut le son, le hit qui déclenche. Je pense qu'il y aura quelque chose qui va se passer, une collaboration, et la musique et TikTok, tu mets tous ces mix ensemble et ça va juste partir. Parce que déjà, je vois déjà qu'il y a quelques petits trucs qui sont en train de se créer. Déjà, moi, je te dis, moi, j'ai surpris quand j'ai vu même le Groove and Chill. Tu vois? Parce que juste... moi, j'avais jamais vu ça à Cotonou où il y avait un concert de DJ avec les lighting, il y a le backstage, il y a les mecs devant et les gens sont en train de danser. C'est le même concept, c'est juste, ils ont joué de la Mapiano, ils ont joué de l'Afro House, ils ont joué de la Mapiano, ils ont joué de l'Afrobeat et tout ça, mais c'est le même concept. Il suffit juste que, qui est l'étincelle et qui est le c'est pont. tout. Le pont. C'est ça en fait, tu comprends? Et j'ai dit, il y a de l'opportunité ici. Donc, franchement, ça m'a vraiment inspiré. Je pense vraiment... Parce que les gens me demandent, mais vas-y, pourquoi tu joues pas à Cotonou? Je dis, mais je sais pas s'ils vont comprendre. Non, mais je vais te dire, il y a une scène
qui aiment la musique électronique. J'ai même un cousin, je lui fais une dédicace, Stéphane, qui lui est totalement à fond dans la musique électronique. Oui. Vous avez des parcours vraiment similaires Ouais. parce qu'il a fait finance. Ouais. Sa passion, c'est le DJing. C'est lui qui m'a introduit à la musique électronique. Il faisait des soirées à Paris, il Ouais. fait des festivals et tout. Ouais. Aujourd'hui, il est au Togo et il est DJ, mais il fait de la musique électronique en fait. Wow. À fond, à fond, à fond, à Ouais. fond. Et je pense qu'il y a une scène de Béninois même, en fait, hein, ou d'Africains qui aiment ça ici, mais c'est une petite communauté, Il faut... tu vois. Ouais. Donc, pour cette communauté, ma question, ce serait, parce que je sais que dedans, il y a plein de jeunes qui y sont, mais qui ne poussent pas parce qu'ils se disent justement, Yes. personne ne va nous écouter. Ouais. Et tout. Quel conseil ou qu'est-ce que tu pourrais donner à un gars qui est fan de cette musique, qui a envie de faire cette musique, Tu mais sais- qui se dit que c'est pas mainstream, donc il Tu est sais, tombé. écoute, le truc, c'est que, bon, moi, je suis à un point où j'ai quelques portes qui sont ouvertes par rapport à moi. Et j'ai fait quelques expériences déjà. Et moi, ce que je dis, c'est que je suis très intéressé à écouter. Ouais. So, s'il y a... Mais le truc, c'est que je veux que les gens fassent la part des choses entre quelque chose de médiocre et quelque chose qui a du potentiel. Ouais. Tu vois? Parce que je pense que quand tu fais un communiqué comme ça, c'est très facile pour genre Ouais. 100 Tout personnes le monde, t'envoient des tout trucs et n'importe et quoi. c'est des trucs vraiment Ouais. basiques et tu comprends? Ouais. C'est-à-dire que c'est une différence entre où si tu veux faire du rap par exemple et tu sais qu'il faut que tu pratiques, Ouais. tu sais quoi? Tu sais que genre faut que tu écrives des barres et que ah non, ça c'est médiocre, faut que je Ouais. m'entraîne encore, mais que tu t'entraînes à un niveau où Ouais. dès que tu vois dès que tu vois une opportunité, tu fais un freestyle et tu dis ouh, ça a du potentiel, on peut Ouais. faire quelque chose avec ça. Mais si dès que tu démarres et tout, tu écris des barres whatever Éclaté. éclaté, non mais ça je dis, tu vois, éclaté et tu penses que c'est avec ça que tu Ouais. vas. Non, je pense que. Il faut avoir assez de recul sur toi-même Oui, et assez d'honnêteté pour savoir ce voilà, que, pratiquer, ce que tu vaux. mais moi, je te jure, moi, je suis une porte ouverte. Moi, je suis. S'il y a des mecs qui font des trucs et ils pensent que c'est la vibe et tout ça, yo, reach out. Mais voilà, moi, une autre question un peu plus personnelle. Est-ce qu'il y a de l'argent dans l'économie du À Cotonou DJing? ou là-bas? Non, bah, toi, dans la réalité dans laquelle tu vis en tant que DJ, est-ce qu'on fait de l'argent? Beaucoup. Beaucoup? Yeah. Ok. Beaucoup. Où est-ce qu'on fait de l'argent? Dans les festivals. Ok. Ouais. En Europe, en Asie, en Amérique, en Sud-Afrique, au Nigeria. Ouais. Bon, ils ont essayé de me booker, mais ils n'ont pas pu payer les filles que je me faisais en Europe ou en Amérique. Ouais. Mais il y a beaucoup d'argent. Ok. Quand je dis beaucoup, beaucoup. Très, très beaucoup. Ok. Yeah. Donc, les jeunes, vous qui écoutez de la musique literally. électronique et qui n'avez pas envie d'assumer, cherchez une voie. Hein, continuez et puis cherchez une voie. Je vais te donner un exemple. Il y a un mec qui s'appelle Nithfrik, Mhm. right? Il est de Mozambique. Et le mec, je me rappelle, il m'écrivait même. Moi, je ne voyais pas les messages. Il a eu une chance. Francis Mercier, il a fait un remix de Premier Gaou avec Magic System. Le Ouais. mec l'a repéré. Bro, le mec, il a changé sa vie. Hein. Bro, c'est que je te dis, si je te dis combien Black Coffee se fait pas chaud, tu vas pas me croire. Bon, dis un chiffre comme ça, fais-nous rêver. Bro, Black Coffee, il se fait minimum 150 000 $. Pas chaud. Hein? 150 000 $, pas chaud. Ok. Et il joue 2 heures. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est chaud. C'est chaud. Et moi, je te dis, moi, j'ai vu Black Coffee avoir des propositions de 200 000 et il dit non, là, je suis fatigué. Je vais Ouais. Ok. C'est chaud. C'est très chaud. On aime ça. On Tu va vois? étudier la question. Non, mais je te dis, c'est l'argent qu'il y a dans la musique électronique maintenant is insane. I've never seen anything like this. Now, it's crazy. Ouais. Après, une autre question. Pour avoir fait quelques soirées électro, tu vois, en France, sur Paris, Yeah. je sais que c'est un milieu
C'est un milieu très sale. Tu as beaucoup de drogue. C'est Tu as clair. beaucoup de sexe à part en live. Ah ouais. Ça, Beaucoup de choses. comment toi, tu fais pour navigue. traverser, comment tu navigues dans ça en fait, parce que ça fait partie de la culture Ça fait pas électro dire- aussi. en Ouais, fait, mais tu c'est la, vois. c'est la culture électronique. Ouais. Tu vois, c'est la vibe. C'est Ouais. Bon, moi, déjà, ma chance, c'est que quand je grandissais à Cotonou, c'était pas un truc, au fait. C'était pas le kiff dans mon environnement, tu vois. Ouais. Donc, je buvais pas et je fumais pas, je faisais rien, tu vois. Mon frère fumait, donc moi déjà j'étais un peu like bro, like this is a bit weird, like whatever. Donc quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai commencé à boire très tard. Ok. Tu vois, je sortais, je kiffais la musique, mais je kiffais parce que je kiffais la musique, je kiffais Ouais. pas parce que j'étais dans la vibe, Ouais. whatever, tu vois. Et quand j'ai commencé à boire, et il y a une période, j'ai fait mon show, tu vois. J'ai fait mon show, Ouais. tu comprends? Mais j'ai remarqué que, tu sais quoi, à la fin, avec tout ce qui se passe de nos jours, quand tu es artiste, tu sais quoi, tu dois choisir ce que tu veux. Tu veux faire le show ou tu veux la carrière. Tu comprends? Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui sont montés et, bro, 1 an, 2 ans, J'entends plus parler. pas parler d'eux, mais à cause de quoi? Parce que le show, le show est devenu plus fort que le, que le travail en fait. que le travail. So, c'était un choix et, bro, moi j'ai trop galéré pour venir ici pour Tu es dire que le show. concentré. Bro. Mais mon gars, nous on faisait là le show depuis Ouais. très longtemps, tu vois, non? So, it's like, j'ai fait mon show, j'ai fait mon truc et bon, j'ai vu, le show là, ça devait. Le show, c'est chaud, mon gars. Tu vois, c'est like, c'est beaucoup chaud, tu vois. En Les plus, il y a meufs, beaucoup de là, tout ça. tentations dans Bro, c'est ce like milieu, tous les jours, like, Instagram est en train de bouger comme ça, les DM, tu vois. Même avant même que tu arrives là-bas, maintenant, il y a les messages, tout ça. Ouais. Mais tu sais quoi, je dis, bro, j'ai une opportunité pour changer ma vie, like, forever. And the life of, like, my kids, my family. Ouais. Bro, le show peut attendre. Ok. Et justement, ce côté famille, ce côté kids, ce côté hors de la musique, ta vie personnelle, comment est-ce que tu... Je sais pas où est-ce que tu en es dans ta vie personnelle, mais comment est-ce que tu équilibres en fait? Bon, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant. Donc pour le moment, c'est le boulot à fond. Ouais, c'est le boulot à fond. J'étais dans une relation pour 4 ans. Ouais. Et elle était super supportive et tout ça. Mais après, tu vois, ça devient difficile, quoi. Ouais. Mais non, ma famille comprend. Tu vois, je vois pas ma famille comme ça. Mais j'essaye. Ouais. Mais là, je suis 100% focus. Et j'en profite, quoi. Parce que j'ai 35 ans maintenant. So it's like, ma mère, elle me demande déjà, hey, c'est comment là? Et les enfants, là, ça vient quand, là? Hein? Mais maman, qui va s'occuper des enfants? Il dit, mais moi, je fais pas des enfants, beaucoup de temps. Tu vois? Ouais. Mais quand même, je sais que tu planifies, tu te vois, mais je c'est suis quelque là, chose mais- que tu envisages. Oui, mais tu sais, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Ouais. En tant que mec, moi, je suis africain, mais j'ai vécu aux States pendant presque 17 ans, et je voyage beaucoup, et j'ai un lifestyle qui est un peu différent, tu vois. Ouais. Donc, ça devient très difficile quand tu rencontres des gens, parce que, bon, soit c'est pas forcément, c'est un peu très difficile à beaucoup de personnes de te comprendre, en fait. Ouais. Tu comprends? Parce que le lifestyle est vraiment divergent. Ouais. C'est-à-dire que, bro, même ma soeur, des fois, pour longtemps, elle comprenait même pas la musique que je jouais. Ouais. Elle dit, mais c'est quoi cette musique de merde là? Tu vois? Tu vois? Non, mais ça avait été. Non, je te comprends. Tu vois? Et, Ouais. et c'est pour dire, donc, imagine, genre, t'as une meuf et tout, et, you know, ou soit elle est bon, si elle est africaine, bon, c'est bien, mais bon, il y a aussi, bro, like, je vis une vie. Ouais. Je suis dans les festivals, je suis... Ouais. T'as tu pas vois, une vie conventionnelle en fait. c'est ça en fait, tu vois. C'est Ou ça. soit elle est trop européenne ou américaine. Et Ouais. ben, à la fin, je suis africain, mon gars. Quand moi je rentre chez moi, je suis relax, tu vois. Ouais. Et c'est ça le challenge en fait. Ouais. Et, mais je suis là, hein. Bon. ça va. On verra bien. Ok, tu as ton propre label. Ouais. Tu le disais tout à l'heure.
comment tu comptes développer ton propre label, en fait? Oui, mais non, mais là, on a... C'est quoi tes projets avec? Là, et c'est ça beaucoup de trucs, parce que, tiens, même, j'ai un ami qui était de New York, il était ici, et le mec, il est connecté à l'un des plus grands festivals des États-Unis, Insomniac. Et lui, il bouge beaucoup en Afrique et tout ça. Et il avait beaucoup d'idées, parce qu'il voulait déjà ramener... Je dis, ouais, mais attends, pourquoi on ne fait pas des festivals en Afrique et tout ça? Parce que déjà, si tu commences maintenant, dans 5 ans, ça peut vraiment être grand. Et les 3 dernières années, c'était plus genre des singles et tout ça. Et, des trucs locaux, genre des showcases. Bon, là, je fais un showcase à Tulum dans une semaine avec le label. Okay. Et je fais un showcase à Istanbul, en Turquie, le 17. Et on fait des showcases à New York, on a fait des showcases l'année passée à Ibiza. Donc on tourne. C'est beaucoup plus d'événementiel, tu fais beaucoup oui, d'événementiel. Oui, on fait des événementiels, mais aussi je release Pachido, c'est sur mon label. J'essaie d'équilibrer le nombre, parce que bon, si je dis, ok, cette année, 2025, je vais peut-être lâcher 10 sons, je vais peut-être mettre 4 sons sur mon label. Et je vais un peu partager d'autres sons avec d'autres labels, parce qu'il faut quand même ouvrir, parce que chaque label, ils ont leur surface de réparation et tout ça. Mais mon but, c'est d'arriver à un endroit où toutes mes chansons sont sur mon label, en fait. Ouais. Parce que... T'as ton catalogue, en fait. Ouais, c'est mon catalogue. Mais on n'est pas loin, quand même. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans? Ouais, dans 5 ans, t'as dit t'as 35 ans. Si on rajoute 5 ans, ça fait 40 ans. Dans 5 ans, j'espère vraiment être à un niveau comme les légendes, comme les Black Coffee, comme les David Guetta. Et je pense que, franchement, je suis très confident que ça va arriver bien avant ça, en fait. Je pense que 2025, c'est mon année, ça. Ok, c'est ton année. C'est quoi tes plans pour 2025? 2025, déjà, il y a... Pour moi, l'année finit en octobre. Tu vois? Donc déjà, vers octobre, novembre, décembre, je suis déjà dans l'année d'après. L'année d'après. Ok. Donc là, j'ai release dont Agolo et un autre son qui s'appelle Wait For You. Et ça cartonne. Ça cartonne vraiment beaucoup. On se fait au moins 20 000 streams chaque jour par son. Sur Spotify. Juste sur Spotify. Donc ça bouge beaucoup et j'ai 3 gros remixes qui sortent. J'ai beaucoup de collaborations qui sortent. Les festivals que je joue, genre Coachella. Là, tu vas refaire Coachella. Là, tu l'avais déjà fait une fois. Ouais, je l'avais fait une fois il y a 3 ans. Là, je le refais et je fais EDC Vegas. Ça fait quoi, 100 000 personnes pour ce festival. C'est l'un des plus grands festivals des États-Unis. Et il y a la saison d'Ibiza aussi qui vient, qu'on travaille dessus et tout ça. Donc, il y a beaucoup. Et il y a beaucoup de projets. J'ai aussi, je fais des collaborations. Parce que ma signature visuelle, c'est les lunettes. Parce que je porte des lunettes tout le temps, mais je porte des différentes lunettes. Et là, je suis en train de travailler sur des collaborations avec des marques. Des lunettes pour avoir ma ligne d'Amémé. Parce que mon but aussi, c'est de... Parce que j'ai fait déjà des collaborations. Pas des collaborations avec des marques, mais j'ai déjà représenté des marques comme Armani. J'ai fait des trucs avec eux, des campagnes et tout ça. Aussi, ce que moi, j'ai appris dans la vie, c'est que il faut genre... 100% de préparation, c'est pas bien. Je pense que tu te prépares, mais c'est bien d'être à 50-60%. Parce que je pense que la chance vient dans les 40% que tu laisses un peu ouvert. C'est-à-dire que tu dis, je suis préparé, mais je sais qu'il y aura des situations qui vont venir et il faudrait que je m'adapte rapidement pour intercepter et aller dans le next level. Parce que si tu es trop préparé, tu es dans un même level, tu vois. Et tu es carré, en fait. Et tu es carré, au fait. Donc, tu n'arrives pas... Déborder. Voilà, c'est ça, en fait. Et donc, moi, je suis toujours ouvert dans cet esprit où je me dis que, bon, tu sais quoi, l'année vient, je suis préparé à fond, j'ai des sons, j'ai j'ai tout. Mais je sais qu'il y a une opportunité de 40% où il y aura des trucs incontrôlables qui vont venir. Il faut que je sois préparé. Parce que même des fois, c'est quelque chose qui doit t'échapper pour quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre rentre. Et si tu n'es pas ouvert à ça, et tu es fixé sur un truc... carré. Moi, je te dis, toutes les opportunités que j'ai eues, ça venait de
de quelque chose que j'ai perdu. Ok. Ouais, toujours. You know? Ouais, C'est-à-dire, regarde, le c'est DJ, j'ai perdu mon taf. Ouais. Mais, et je me suis C'était dit, pour te permettre de te retrouver tu vois, sur et ça a sur toujours cette été route. comme ça. Ça a toujours été une opportunité, un manager, quelque chose c'est tout. J'ai perdu quelque chose et ça a ouvert la porte. Et j'étais ouvert. Je dis, ok, tu vois quoi? Il y a de la place. Donc, il faut Je suis savoir lâcher prise, en fait. Ah ouais, c'est c'est ça. sûr. Ouais. Ok. Non, bah écoute. On arrive sur la fin de l'entretien, là. Je sais pas s'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, que je t'ai pas posée. Non, mais franchement, je pense que ça a été vraiment une très belle interview. Et c'était, franchement, c'était le flow. On avait même déjà commencé avant. Avant l'interview. On a dû s'arrêter parce qu'il y avait trop d'informations qui allaient. Mais je pense qu'on on est passé partout. Oui, donc pour moi, c'est... Si j'ai une question, c'est en tant que vétéran, en tant que quelqu'un qui a vraiment touché la scène béninoise, quel conseil tu me donnerais en tant que DJ béninois qui vit à l'extérieur? Et, obviously, on a beaucoup parlé, donc tu as plus d'informations sur ce que je fais. Bah, écoute, moi, si je te dirais un truc, c'est de rentrer. Pas de rentrer t'installer ici, parce que je pense pas que le marché soit prêt pour ça. Mais de rentrer, de créer une scène ici, en fait, tout doucement, avec ton label, d'implanter. Parce que dans tous les pays d'Afrique francophone, je pense qu'il y a une petite communauté. Tu peux planter des graines qui vont grandir, ramener d'autres personnes. Et parce que tu as un profil international. Tu vois, et la musique que tu fais est vraiment internationale. Et le Bénin, aujourd'hui, a vocation à accueillir des événements internationaux. Donc, je pense que même si la musique que tu fais ici est encore confidentielle, il faut venir parce que le terrain est prêt. Tu vois, le terrain est prêt pour accueillir des gens qui aiment ce type de musique. Et également... venir partager ton expérience parce que tu as justement une expérience internationale. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le DJing, qui sont dans la production et qui ont tout simplement besoin de rêver. Tu sais, parce que je pense que le problème qu'on a en Afrique ou que la jeunesse a en Afrique, c'est qu'elle ne rêve pas. Tu vois, elle ne rêve pas ou elle rêve à travers des modèles qui ne sont pas nécessairement les modèles auxquels, eux, en fait. Voilà, c'est ça, tu vois, tu sais bien, les Rick Ross, tout ça, nous, ça nous a fait rêver, ça a fait rêver notre génération, Jay-Z, tout ça. Mais aujourd'hui, on a des Béninois qui sont des modèles, qui sont jeunes comme eux, qui peuvent être juste leurs grands frères et leur dire c'est possible que tu puisses rêver, peu importe le domaine dans lequel tu es. Si tu as envie de faire, même si tout le monde te prend pour un fou, vas-y, pousse. C'est toi, c'est ton délire, c'est ce qui te fait kiffer, vas-y. Et je pense que, voilà, partager ce message-là avec les jeunes béninois ou des jeunes Africains d'Afrique de l'Ouest, déjà commencer par là, ce serait beaucoup. Donc, si tu peux faire des trucs dans ce sens, je pense que ça peut être bien. Après, il y a tout ce qui est formation, DJing, voilà, tu vois. Rencontrer les gens et partager ton expérience parce que tu as une belle expérience. Et honnêtement, je te souhaite vraiment le meilleur. Merci. Que 2025 qui va commencer là soit ton année. Et voilà, c'est ça. Que tu puisses jouer dans toutes les plus grosses places du monde. Et voilà, c'est vraiment tout ce qu'on te souhaite et que tu viennes jouer à Cotonou devant des milliers de personnes. Et ça va se faire. Ça va se faire, j'ai aucun doute. À coup sûr. Okay. Merci beaucoup. Bah écoute, je t'en prie. Merci pour ton temps. Merci pour ton temps. Et bah écoute, on va suivre ça. Affaire à suivre. Cotonou Boy Show.